Bonjour Anne Goscinny. Bonjour Patrick. Romancière à la sensibilité infinie qui nous arrive avec 1000 façons d'aimer. C'est son nouveau roman publié chez Grasset. Évidemment, Anne ne peut pas penser à votre papa René Goscinny qui là-haut évidemment regarde ses personnages, Astérix, Lucky Luke et tous les autres continuer d'exister comme ça et que vous continuez de faire vivre. Et là, avec 1000 façons d'aimer, et puis on parlera tout à l'heure de Lucrèce, ce personnage de dessin, de texte, avec des dessins que vous avez créés, au fond, vous voulez continuer de faire partager avec le public ce que vous avez au fond de vous depuis toujours. En réalité, moi je fais partie des écrivains qui se soignent pour écrire, mais pas qui écrivent pour se soigner. Donc ces livres parlent souvent de choses que j'ai pu vivre ou éprouver, mais ils passent toujours après la thérapie ou l'analyse. Voilà, ça ne c'est pas un journal intime, c'est vraiment des romans très construits que j'écris. Et je dois dire que la construction vient peut-être presque avant le fond quand j'écris un roman. Oui, alors on se souvient du bruit de la serrure de votre papa, un livre Oui, Le aussi. bruit des clés, un livre que j'avais sorti en 2012 chez Nil, où la consigne était « Vous n'avez plus qu'une lettre à écrire, écrivez-la ». Et donc j'avais consacré cette lettre à mon père en lui racontant, par littérature interposée, tout ce qu'il n'avait pas vécu, c'est-à-dire du jour de sa mort au jour où j'avais écrit cette lettre. Et c'était un texte qui avait eu un certain succès et auquel moi je suis très attachée. Ça s'appelait Le bruit des clés, puisque quand il rentrait à la maison, le bruit qui caractérisait le fait qu'il était entré à la maison, c'était qu'il jetait son trousseau de clés sur la console de l'entrée. Et quand ma mère est rentrée seule ce 5 novembre 1977, alors qu'il était mort brutalement chez son cardiologue, c'est son trousseau à elle de clés qui a résonné, alors que j'attendais 2 bruits de trousseau de clés. Alors, votre maman est bien présente dans ce nouveau livre-là. Elle est souvent présente. Voilà, à côté d'une autre histoire, qui est une histoire qui mêle l'amitié, on pourrait dire aussi une forme d'amour. Oui. Qui va mélanger les deux et qui finalement quelque part est universel, d'un garçon qui s'appelle Raphaël et Jeanne, et le personnage, on pense évidemment à vous, et un personnage qui a pu exister, mais qu'au fond vous lui écrivez comme une lettre d'amour pour lui dire, au fond, l'amitié c'était de l'amour peut-être. En fait, je dis dans ce livre que l'amitié prend le relais de l'amour quand l'amour a trouvé ses limites. Et Raphaël était mon âme sœur. C'était une amitié comme on n'en éprouve qu'une dans toute une vie. Et une amitié d'enfance qui tient ses promesses à l'adolescence et qui tient ses promesses au début de l'âge adulte, puisque ça s'est arrêté quand on avait 25 ans. Et moi, je suis aujourd'hui, à 56 ans, je suis riche de cette amitié. Je suis riche de tout ce que ce personnage, qui est devenu un personnage, sous ma plume, m'a apporté. Et c'est un récit intime, mais dont j'espère qu'il touche à l'universel. C'est-à-dire que j'ai la faiblesse peut-être de penser que si on n'a pas tous vécu un grand amour, on a plus ou moins tous vécu une belle amitié, une vraie amitié. Oui. Et je crois que, en tout cas en ce qui m'a concernée, je ne dis pas qu'elle aurait pu me suffire, puisqu'elle ne m'aurait pas donné les 2 enfants qui sont les miens aujourd'hui, mais je me sentais très complète. Oui, c'est une histoire, quand je parlais de votre maman, c'est qu'au fond, les disparitions de votre maman et de cet ami, presque encore plus qu'un ami, vont presque coïncider. Oui, ils vont mourir à 2 mois d'écart, l'un à 51 ans, l'une à 51 ans, l'autre à 25 ans. Mais c'est pas un livre triste, c'est pas un livre qui se morfond, c'est pas un livre d'autocomplaisance de la tristesse, c'est un livre qui va vers la vie. Une des dernières phrases du texte, c'est « Je vais vivre, vivre et vivre ». Et quand elle va enterrer son ami, puisque le texte se passe sur une journée, on est 30 ans plus tard, on se souvient du jour J des obsèques 30 ans avant, et c'est une promenade qu'elle va faire du quai des Orfèvres où elle demeure jusqu'au cimetière du Montparnasse. Et pendant cette promenade, elle va convoquer des souvenirs d'enfance et d'adolescence avec ce personnage. Et il y a un travail sur le temps qui est vraiment comme de la dentelle, qui a été très compliqué à faire, puisqu'il ne faut jamais se perdre et en même temps, on n'a qu'une envie, c'est d'oublier quel jour on est. On est oublié que c'est le jour des funérailles. Mais oui, mais quelque part, il y a quelque chose de l'éternité. Oui, c'est dans ça que je crois que ce livre peut résonner. Et d'ailleurs, je sais qu'il résonne déjà. Il a un côté, il parle aussi d'universalité et d'éternité. Oui. Quand on a tant aimé quelqu'un, je le dis à un moment donné, on grave un peu de lui dans ce qu'on met au monde. Et souvent, je regarde mon fils Simon et je me dis, mais finalement, il a de Raphaël le rire et l'appétit.
Et c'est vrai, je pense que j'ai tellement aimé cet homme, je l'ai tellement compris profondément que je pense que mon fils, qu'évidemment je n'ai pas fait avec lui, a quelque chose de lui. Oui, 1000 façons d'aimer. Ça, c'est un message absolument extraordinaire. J'ai d'autant plus de facilité à vous dire que c'est un titre merveilleux que c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est mon éditeur, Christophe Bataille. J'avais proposé plein de titres et il était content de rien. Il m'a dit, je te promets, le titre est dans le texte. Et à la fin du texte, je dis, il y a 1000 façons d'aimer, chacune nous est propre et assignée. Et il me dit, voilà, il est là ton titre. 1000 façons d'aimer. Oui, aimer, alors évidemment, c'est pas un livre triste. Il y a le deuil tout de même, il y a la mort. Mais quelque part, il n'est pas triste parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours la vie, l'amour qui continue. Oui, et ça continue à porter. Il y a quelque chose qui survit. Alors bizarrement, c'est vrai quand on me dit mais ça parle de quoi ton livre? Ça parle de mon âme sœur, mon meilleur ami qui est mort. Donc ça peut foutre un peu les jetons. Mais en réalité, non. C'est un livre qui vraiment va vers la vie, qui va vers la lumière, je crois. J'espère. Dire les mots qu'on n'a peut-être pas eu le temps de dire. Oui, dire aussi le chagrin de peut-être pas avoir compris les choses à temps ou de pas les avoir dites, effectivement. Pour moi, c'est vraiment, ce livre, je l'ai voulu comme une déclaration d'amour à l'amitié. Ouais, c'est comme ça que je l'ai voulu. Très beau, Anne Goscinny, 1000 façons d'aimer, ce roman. Je vais montrer ça parce que il y a quelque part dans ce personnage de Lucrèce, là il y a une filiation avec les dessins mon père, de Cattel. On pense évidemment, c'est la petite sœur du petit Nicolas, de votre papa, et l'un des personnages emblématiques de René Goscinny, avec évidemment les dessins somptueux de Sampé. Et là, on a Cattel qui crée ce personnage féminin qui fait un carton, qui a un succès phénoménal. C'est un carton. On a sorti en septembre dernier le 9e volume. Le 10e va avoir le jour en septembre prochain, 2025. Et je dois dire que Gallimard m'avait dit, voilà, tu sais, la jeunesse, c'est très compliqué, il y a beaucoup de propositions, ne t'attends pas vraiment à quoi que ce soit. Sans m'attendre à rien, je crois que le succès est là. Et aujourd'hui, Lucrèce fait partie des héroïnes préférées des cours de récré en CM2, en 6e. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui rentre en 6e. Et c'est une histoire, c'est son histoire dans sa famille, avec ses copines. C'est un peu l'anti-Harry Potter. Alors, je sais que c'est pas très commercial de dire ça, mais finalement, la seule magie de cette histoire-là, de ce texte-là, réside dans la tendresse des parents, l'amitié des copines, la bienveillance des profs. Voilà, c'est la seule magie, en fait. C'est au fond que je disais avec le petit Nicolas, c'est la petite sœur de Nicolas aujourd'hui. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la même recette. En réalité, c'est-à-dire que, alors ce qui est marrant, c'est que dans le petit Nicolas, mon père a donné à son héros un prénom somme toute banal, et aux autres copains des prénoms complètement loufoques, Eudes, Joachim, Geoffroy, Alceste, Clotaire, Agnan. Enfin, on se demande où il est allé chercher tout ça. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai donné à mon héroïne un prénom assez inhabituel, Lucrèce, et à ses copains des prénoms assez usuels, quoi. Et je me suis approprié comme ça une espèce de recette. J'ai fait ma tambouille à moi. Et Lucrèce est née de l'admiration que j'ai pour l'écrivain qui était mon père, qui n'était pas seulement un scénariste, qui était un écrivain. Il a donné toute cette mesure dans Le Petit Nicolas, mesure d'écrivain, puisque c'est le seul texte dans lequel il ne parle pas en bulle, enfermé dans des cases. Dans Le Petit Nicolas, il s'exprime comme dans un texte, quoi. Et voilà, donc je me suis dit que c'était aussi un hommage à son œuvre. Oui, c'est vrai que c'est peut-être le personnage le plus intime de votre papa, Nicolas. Moi je me suis souvent dit que grâce à Nicolas, il me racontait à moi son enfance en Argentine, les liens qu'il avait avec ses parents ou qu'il n'avait plus avec ses grands-parents puisqu'ils étaient restés en Europe. Et voilà, donc je me suis dit, quand Cattel m'a dit, tu sais, ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble, je me suis dit, mais elle est peut-être là ma chance. Mon père, il avait une espèce de devise, une conviction en tout cas. Il disait, dans la vie, on a tous une chance qui passe. Il nous appartient de la saisir. Et quand Cattel m'a dit, tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble, j'admirais beaucoup ce qu'elle faisait, je me suis dit, peut-être elle est là ma chance. Je vais la saisir. Ouais. C'est magnifique, hein. Le monde de Lucrèce, Anne Goscinny, un personnage, et voilà, vous avez créé un personnage. J'ai créé un monde. Un monde avec tout ce qui l'entoure. Quand on parlait de votre papa, là où il est,
aujourd'hui, hélas, il nous a quittés malheureusement, il verrait encore tous ces petits personnages qui continuent d'enchanter des enfants qui sont nés bien après sa propre disparition. Oui, Albert Uderzo a eu l'immense talent, à la mort de mon père, de ne pas raccrocher le crayon et de continuer les aventures d'Astérix initiées avec mon père. Donc Astérix aura eu 3 vies, l'une qui va de 59 à 77, le moment où il meurt, l'une qui va de 77 au dernier album d'Albert Uderzo, début des années 2000, et une 3e vie sans Albert Uderzo, avec des nouveaux auteurs que sont Jean-Yves Ferry et Fab Caro pour le scénario et Didier Conrad pour le dessin. Et Astérix aura eu 3 vies. Et je crois que c'est pour ça, voilà, là on voit le dernier album, et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui il continue à être à la mode, il ne sera jamais démodé, puisque d'autres s'emparent de lui. Et même au cinéma, en animation. Oui. Prochain film au cinéma, toujours des projets. Prochain film qui va sortir, c'est un film d'animation produit par M6, je crois en 2026. Et puis un peu plus tard, un nouveau film en prise de vue réelle. Entre-temps, une série sur Netflix, une série en animation réalisée par Alain Chabat, tirée d'un album de mon père qui est Le combat des chefs. Et là, on a 5 épisodes de 30 minutes qui sont du pur génie d'Alain Chabat. Alain Chabat est mon père, enfin c'est vraiment extraordinaire. Donc Astérix n'est pas prêt d'arrêter de faire rire et sourire les enfants et les plus grands. Et ben là, il y avait évidemment le petit Nicolas, mais on pourrait citer Lucky Luke, on pourrait citer Is No Good. Mon père a écrit quand même plus de 40 albums de Lucky Luke. 24 Astérix et je crois 42 albums de Lucky Luke. Et ce qui est incroyable, je disais, c'est combien cette œuvre-là est universelle. Combien elle parle et combien elle va au-delà des contextes, des histoires, du western ou du monde des Gaulois. C'est-à-dire qu'au fond, elle parle au monde entier souvent. Oui, parce que par rapport à Astérix, les gens souvent se demandent ou me demandent, mais comment cela se fait-il que, alors que c'est une histoire de Gaulois, aujourd'hui Astérix est traduit en environ 130 langues et dialectes, parce que quand même les Coréens ne doivent pas très bien se reconnaître dans cette histoire d'ancêtres les Gaulois, quoi. Mais en réalité, je crois qu'il y a une autre lecture à faire d'Astérix, qui est une lecture de la résistance. Astérix résiste. Il résiste encore et toujours. Et je crois que ce soit intime ou collectif, on résiste tous à quelqu'un ou à quelque chose. Et en ça, Astérix est universel. Oui, et en ça, il y a quelque chose de votre papa vraiment très fort, qu'on le revoit dans les images d'archives, en noir et blanc, toujours bien habillé. Et très avec élégant. Voilà, cette élégance de parole aussi qu'il avait, comme ça, pour parler de ces petits personnages, en disant, bon, on est là pour amuser les enfants, on est là pour faire rire. Et derrière, il y a des fêlures, évidemment, comme tout grand artiste, et il y a quelque chose de très profond qui va s'exprimer, qui va créer cette œuvre. Il y a la plus grave des fêlures, il y a la guerre qui est passée. Quand lui et ses parents étaient en Argentine, toute sa famille maternelle a été déportée. Ils étaient à Paris, ils avaient fui les pogroms en Ukraine et ils ont été déportés par le premier convoi dans la rafle dite des notables en décembre 41. Et il ne les reverra jamais. Donc la blessure indicible est là. Oui, quand on dit, ou certains disent aujourd'hui, Astérix, c'est très français, c'est... Astérix n'a pas une goutte de sang français. Astérix, son père était polonais, sa mère était russe, juif, tous les deux. Et Albert Uderzo était italien, complètement italien. Donc Astérix n'a pas une goutte de sang français et pourtant il est l'un des symboles de la France au même titre que Victor Hugo ou la Tour Eiffel. Et moi j'aime bien cette idée-là. Ouais. Il aimait les personnages aussi, comme Is No Good, c'est-à-dire de méchants. Alors Is No Good, c'est son seul personnage exclusivement méchant, mais auquel il a associé un type très gentil qui est son fidèle homme de main, Dilat Larat, et finalement le calife qui est hyper gentil, Haroun El Poussa, il fait la sieste et tout ce qu'il demande, le pauvre calife. Et en fait, quand on ouvre un album d'Is No Good de mon père, et de Jean Tabary ensuite, on sait déjà comment ça va se terminer. Is No Good va perdre. Is No Good ne sera jamais calife à la place du calife. Et pourtant, on continue à ouvrir un album d'Is No Good. Oui. C'est comme quand on ouvre un album d'Astérix, on sait que ça va se terminer par un banquet. Et pourtant, on continue. Oui, et c'est vrai. Alors tiens, si je pense à Lucky Luke, elle est Dalton. C'est-à-dire qu'il y a les personnages, il aimait ça. Maurice a fait mourir les Dalton. Et quand mon père a repris la série, au 10e album, mon père lui a dit « Mais t'as tué la poule aux œufs d'or, là, et je vais les ressusciter sous la forme des cousins Dalton. » Et les Dalton tels que vous les connaissez aujourd'hui, Jack, William, Joe et Avril, pas dans l'ordre,
sont les Dalton recréés par mon père. Les Dalton ressuscités par mon père, les cousins Dalton. Ce qui est fou, c'est que chacun, évidemment, a sa personnalité. On pense à Evrel. Moi, le gamin, j'adorais Evrel, parce qu'évidemment, c'est celui qui fait toutes les bêtises. Oui, c'est le grand idiot qui demande toujours quand est-ce qu'on mange. Voilà. Ouais. C'est comme un conte. Votre papa, c'est un conte. C'est comme La Fontaine, Molière. Il raconte la nature humaine, au fond, à travers des personnages. Oui, c'était un conteur, en plus. J'aime beaucoup l'idée des contes de fées, moi. J'aime beaucoup l'idée que mon père est cet homme-là. Ouais. Cet homme qui a enchanté les enfances comme Perrault, comme Grimm. Et vous racontez des histoires toutes petites. Vous savez, il est mort quand j'avais 9 ans et il était né lui-même en 1926. Et c'était pas un papa très moderne ni très copain, mais je me souviens très bien qu'il me racontait parfois des histoires, notamment le Petit Chaperon Rouge, en prenant que la gentille grand-mère prenait l'accent yiddish de sa propre mère, le méchant loup prenait l'accent belge de sa belle-mère, et tout ça était mêlé, et ça faisait rire tous ses copains qui étaient par là, ma mère, à commencer par ma mère. Et oui, moi je suis la fille d'un génie. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est un bonheur de tous les instants d'être l'enfant de cet homme-là. Oui, parce qu'au fond, à travers vous, Anne, et c'est une tâche immense, mais de là où il est, il sait que vous l'amenez, il fait qu'il est toujours là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tant d'années après, il est toujours là. Je partage aujourd'hui la responsabilité d'Astérix avec la fille d'Albert, Sylvie Uderzo. Et c'est vrai que toutes les deux, on est toujours sur la même ligne, parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour Astérix. Donc, mais c'est vrai que c'est une vraie responsabilité. C'est ce qu'on appelle le droit moral, que moi, je trouve on devrait plutôt nommer le devoir moral, puisque on a le droit de prendre à gauche ou à droite, mais on n'a pas le droit de défendre cette œuvre. On a le devoir de la défendre. Et de ne pas laisser faire tout et n'importe quoi, et d'orienter les gens qui s'en emparent. Ce qui est beau, c'est imaginer comme un enfant aujourd'hui qui ouvre un album d'Astérix, imaginé par votre papa et Uderzo, et qui rit en voyant les corsaires ou en voyant je ne sais quoi. Et vous dites, au fond, c'est eux deux, là. C'est ces deux personnages qui sont derrière et qui font rire ce gosse. Ah oui, c'est merveilleux de se dire, mon père est mort il y a 47 ans, que 47 ans plus tard, des enfants d'aujourd'hui lui doivent encore leur plus beau fou rire et lui doivent d'aimer la lecture, d'apprécier cet exercice qui consiste à tourner les pages d'un livre, surtout à l'ère du numérique, où les enfants sont tout le temps sollicités par des écrans, des tablettes, des téléphones. Astérix continue à faire rire et à enchanter. Merci. Anne Goscinny est avec nous. On voit le tour de Gaulle d'Astérix. Il n'y a pas longtemps, on parlait des Jeux Olympiques, évidemment. Alors, 1000 façons d'aimer, c'est le nouveau roman de Anne, qui est extrêmement touchant et superbement bien écrit, comme à chaque fois. Et puis voici Lucrèce, en attendant le prochain de ce monde merveilleux, écrit avec Catel au dessin. Merci beaucoup, Merci, Patrick. Anne Goscinny, d'avoir été avec nous.